Dans quelques heures, il va mourir sur l'échafaud. Mais ce n'est pas ça qui le fait pleurer. Ce qui détruit Louis XVI ce matin-là, c'est ce libelle qu'il tient entre ses mains. Une caricature obscène. Un pamphlet humiliant. L'image d'un roi impuissant, glouton, lâche et stupide. Pendant des années, ces rumeurs ont circulé dans tout Paris. Elles ont sali son nom, détruit sa dignité, transformé un homme en monstre bien avant que la guillotine ne tombe. Mais voilà ce qu'on ne vous a jamais dit. Ces accusations les plus ignobles de l'histoire de France contenaient des fragments de vérité. Juste assez pour sembler crédibles. Juste assez de mensonges pour tout détruire. Et c'est exactement ça qui les a rendues si dangereuses. Parce qu'avant d'exécuter Louis XVI, la Révolution a d'abord exécuté son image. Et cette technique de propagande nous hante encore aujourd'hui. Mais avant de découvrir la vérité, dites-moi en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? Et si vous voulez découvrir les secrets cachés de l'histoire de France que personne ne raconte, abonnez-vous maintenant. Parce que chaque semaine, je vous révèle les vérités enfouies derrière les grands mythes de notre passé. Alors, c'est parti. Nous sommes le 21 janvier 1793. Paris, place de la Révolution. L'aube se lève à peine sur une ville glacée. Dans quelques heures, la guillotine va trancher la tête d'un roi. Mais pour l'instant, dans sa cellule au Temple, Louis XVI ne pense pas à la mort qui l'attend. Il tient entre ses mains un libelle clandestin. Une de ces brochures obscènes qui ont circulé pendant des années dans les rues de Paris. Sur la couverture, une caricature grotesque, un homme bedonnant, couronné, ridicule. Le titre est cru, Louis le cocu, ou l'impuissance royale. Louis ferme les yeux. Il connaît ces rumeurs par cœur. Elles l'ont poursuivi pendant 20 ans. Elles ont fait rire tout Paris à ses dépens. Elles ont transformé sa vie privée en farce publique. Elles ont détruit quelque chose de plus précieux que sa couronne, sa dignité. Ce matin-là, Louis XVI ne pleure pas face à la guillotine. Il pleure face à ce qu'on a fait de lui. Un homme transformé en monstre par des mots. Un roi devenu l'homme le plus humilié de France. Et voilà la question qui va nous occuper pendant cette heure. Ces rumeurs qui ont circulé sur Louis XVI, ces accusations qui l'ont sali, rabaissé, ridiculisé, étaient-elles vraies? Ou était-ce la plus grande campagne de désinformation de l'histoire de France? Parce que voyez-vous, 4 rumeurs ont détruit Louis XVI bien avant que la Révolution ne lui prenne son trône. 4 accusations mortelles. 4 images qui sont restées gravées dans notre mémoire collective. La première rumeur, c'est l'impuissance sexuelle. Louis XVI ne peut pas consommer son mariage. La reine cherche ailleurs ce que le roi ne peut pas lui donner. Pendant 7 ans, le couple royal reste sans enfant. Et tout Paris ricane. Les chansons grivoises circulent dans les tavernes. Les pamphlets obscènes se vendent sous le manteau. L'image est brutale. Un roi qui ne peut même pas accomplir son devoir conjugal, comment pourrait-il gouverner un royaume? Les libellistes se déchaînent. Ils inventent des scènes sordides. Marie-Antoinette présentée comme une nymphomane frustrée. Louis XVI comme un eunuque couronné. Ces textes sont d'une crudité inouïe. Ils décrivent en détail ce qui se passe, ou plutôt ce qui ne se passe pas dans la chambre royale. Et ce qui rend ces rumeurs encore plus efficaces, c'est qu'elles ne restent pas confinées à Paris. Les diplomates étrangers en parlent dans leurs correspondances. Les cours d'Europe se moquent. La France, cette grande puissance, est dirigée par un homme qui ne peut même pas faire un enfant à sa femme. La deuxième rumeur, c'est la gloutonnerie. Pendant que le peuple meurt de faim, Louis XVI se gave comme un porc et s'amuse à forger des serrures. L'image est là encore très claire. Un roi oisif, obsédé par la nourriture et par des passe-temps ridicules. Un monarque qui préfère jouer à l'artisan plutôt que de gouverner. Les récits de banquets pantagruéliques circulent. On raconte que Louis XVI dévore des montagnes de viande à chaque repas. Qu'il se lève la nuit pour manger en cachette. Qu'il passe ses journées à chasser pour revenir s'empiffrer à Versailles. Les caricatures le représentent avec un ventre énorme, la bouche pleine, entouré de victuailles. Et le contraste est cruel. Parce qu'en même temps, dans les campagnes françaises, c'est la famine. Les mauvaises récoltes se succèdent. Le prix du pain explose. Les émeutes éclatent. Et pendant ce temps, à Versailles, on organise des festins somptueux. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. La passion de Louis XVI pour la serrurerie devient elle aussi une arme contre lui.
On se moque de ce roi qui passe des heures dans son atelier à fabriquer des mécanismes. Un roi serrurier? C'est ridicule. C'est indigne. C'est la preuve qu'il ne comprend rien à son rôle. Un vrai monarque devrait s'occuper des affaires de l'État, pas jouer avec des outils comme un vulgaire artisan. La troisième rumeur, c'est la lâcheté politique. Louis XVI est un faible. Il dit oui à tout le monde et ne sait jamais dire non. Il hésite en permanence. Il consulte 20 personnes avant de prendre une décision. Et souvent, il change d'avis le lendemain. Cette image d'un roi indécis, incapable de gouverner fermement, se construit progressivement. Chaque hésitation est notée. Chaque recul est commenté. Chaque compromis est présenté comme une preuve de faiblesse. Les ministres se plaignent. Les courtisans murmurent. Les observateurs étrangers notent dans leur rapport, Louis XVI manque de caractère. Et puis, il y a Varennes. La nuit du 20 au 21 juin 1791. Louis XVI tente de fuir Paris. Il se déguise en valet. Il voyage incognito avec sa famille. Mais il est reconnu. Arrêté dans une petite ville de province. Ramené à Paris comme un criminel. L'humiliation est totale. Un roi déguisé, fuyant comme un voleur dans la nuit. Un monarque arrêté par ses propres sujets. Un souverain qui a trahi son peuple. L'image de la lâcheté est parfaite. Louis XVI ne combat pas. Il fuit. Et même sa fuite, il la rate. La quatrième rumeur, c'est la stupidité. Louis XVI est un imbécile couronné. Il ne comprend rien aux affaires de l'État. Il ne sait pas lire un rapport sans s'endormir. Il s'intéresse à la géographie et à la chasse, mais ignore tout de la politique et de l'économie. Les anecdotes circulent. On raconte qu'il passe ses conseils des ministres à regarder par la fenêtre. Qu'il ne lit jamais les documents importants. Qu'il préfère ses cartes et ses atlas aux dossiers gouvernementaux. On se moque de son ignorance supposée. De son manque de culture politique. De son incapacité à comprendre les enjeux de son époque. Les pamphlets le présentent comme un benet. Les caricatures le montrent avec un air ahuri. Les révolutionnaires en font le symbole parfait de l'incompétence aristocratique, un homme né pour régner qui n'a aucune des qualités nécessaires pour le faire. 4 rumeurs. 4 accusations. 4 images qui se sont gravées dans la mémoire collective. L'impuissant. Le glouton. Le lâche. L'imbécile. Voilà ce qu'était Louis XVI aux yeux de ses contemporains. Voilà ce qu'on a retenu de lui. Mais voici ce que la propagande a oublié de dire. Voici ce que les archives révèlent. Voici la vérité que personne ne voulait entendre à l'époque, et que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Commençons par la première accusation. L'impuissance sexuelle. C'est vrai que Louis XVI et Marie-Antoinette n'ont pas consommé leur mariage pendant 7 ans. C'est un fait vérifié. De 1774 à 1781, le couple royal reste sans enfants. Et toute l'Europe le sait. Mais pourquoi ? Voilà ce que les libelles ne disent jamais. Louis XVI souffre d'un phimosis. C'est une condition médicale bénigne, un rétrécissement du prépuce qui rend les rapports sexuels difficiles et douloureux. Rien de dramatique. Rien d'insurmontable. Juste un problème physique qui nécessite une petite intervention chirurgicale. En 1777, Louis XVI consulte enfin. L'opération est mineure. Peut-être même juste une simple circoncision. Le problème est résolu. Et 1 an plus tard, en 1778, Marie-Antoinette tombe enceinte. Elle donne naissance à leur premier enfant, Marie-Thérèse Charlotte, en décembre 1778. Puis viennent 3 autres enfants, Louis-Joseph en 1781, Louis-Charles en 1785, et Sophie en 1786. 4 enfants. 4 preuves vivantes que Louis XVI n'était pas impuissant. Mais est-ce que la propagande révolutionnaire en tient compte ? Non. Les libelles continuent de circuler. Les pamphlets continuent de le présenter comme impuissant, même après la naissance de ses enfants. Et Marie-Antoinette ? On la présente comme une adultère. Les enfants ne peuvent pas être du roi, prétendent les rumeurs. Ils sont de Fersen, ou d'autres amants imaginaires. Les archives nous le prouvent. Dans la correspondance de Marie-Thérèse d'Autriche, la mère de Marie-Antoinette, on trouve des lettres inquiètes. Elle presse sa fille de faire son devoir conjugal. Elle s'inquiète de l'absence d'héritier. Mais jamais elle ne parle d'impuissance totale.
juste d'une difficulté temporaire. Dans le journal intime de Louis XVI, on trouve des notes pudiques. Il mentionne une gêne physique qui a été résolue après consultation médicale. Rien de plus. Mais cette simple mention confirme tout. Il y avait un problème médical réel, il a été traité, et la vie a continué. Les témoignages des médecins de cour, publiés après la Révolution, vont dans le même sens. Ils parlent d'une intervention mineure, d'un problème bénin. Rien qui justifie les années de moquerie, les chansons grivoises, les caricatures obscènes. Alors imaginez la scène. Vous êtes un jeune homme de 20 ans. Vous venez de vous marier. Et vous souffrez d'une condition médicale embarrassante mais parfaitement traitable. Au lieu de recevoir de l'aide discrète, votre vie intime devient une farce publique. Chantée dans les rues. Caricaturée dans les journaux. Transformée en preuve de votre incompétence à régner. C'est exactement ce qui est arrivé à Louis XVI. La propagande a pris un problème médical temporaire et l'a transformé en symbole d'impuissance politique permanente. Et cette manipulation a fonctionné. Parce que les gens voulaient y croire. Parce que c'était plus simple de se moquer d'un roi impuissant que de comprendre la complexité de la situation. Mais ce n'est pas tout. Les libelles ont fait quelque chose de encore plus pervers. Ils ont continué à propager ces rumeurs, même après la naissance des enfants royaux. Même quand la preuve vivante de la virilité de Louis XVI marchait dans les couloirs de Versailles, les pamphlets continuaient de le présenter comme un eunuque. Et Marie-Antoinette, elle est devenue la cible d'une campagne encore plus vicieuse. Mère de 4 enfants, elle est quand même présentée comme une nymphomane adultère. Les libelles inventent des liaisons imaginaires. Avec le comte de Fersen. Avec des courtisans. Même avec d'autres femmes. Rien n'est trop sordide, trop grotesque, trop invraisemblable. La vérité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'image. Et l'image qu'on veut imposer, c'est celle d'un couple royal dysfonctionnel, immoral, indigne de régner. Passons maintenant à la deuxième accusation. Louis XVI serait un imbécile. Un roi stupide, inculte, incapable de comprendre les affaires de l'État. Cette rumeur aussi a la vie dure. On la retrouve dans les manuels scolaires pendant des décennies. Mais qu'en disent les archives? Louis XVI parle couramment l'anglais, l'italien et le latin. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait documenté. Ses professeurs ont laissé des rapports détaillés sur son éducation. Il excelle dans les langues. Il lit les philosophes anglais dans le texte original. Il correspond avec des intellectuels européens. Sa bibliothèque personnelle contenait plus de 2000 volumes. L'inventaire a été fait après sa mort. On y trouve des livres de géographie, d'histoire, de philosophie, de sciences. Des ouvrages en français, en anglais, en latin. Des traités politiques, des récits de voyage, des manuels techniques. Louis XVI s'intéresse passionnément à la géographie et à la cartographie. Il finance l'expédition de la Pérouse, une des plus grandes missions d'exploration scientifique du XVIIIe siècle. Il étudie les cartes, suit les progrès de l'expédition, pose des questions précises aux navigateurs. Il maîtrise les mathématiques et l'horlogerie. Sa passion pour la serrurerie n'est pas une bizarrerie ridicule. C'est un hobby aristocratique raffiné, très en vogue à l'époque. Fabriquer des mécanismes complexes demande de la précision, de la patience, une compréhension fine de la mécanique. C'est un art autant qu'une science. Et les affaires de l'État? Est-ce que Louis XVI les ignore vraiment? Les archives nationales conservent des centaines de documents annotés de sa main. Des rapports ministériels couverts de notes marginales. Des analyses détaillées. Des questions pertinentes. Ces documents prouvent une chose, Louis XVI lit tout, comprend tout, analyse tout. Malherbe, un de ses ministres les plus proches, l'a dit clairement, le roi lit tout, comprend tout, mais hésite à trancher. Ce n'est pas un imbécile. C'est un homme qui réfléchit trop, qui voit toutes les facettes d'un problème, qui pèse tous les arguments, et qui, du coup, a du mal à prendre des décisions rapides et définitives. Les correspondances avec Benjamin Franklin et Thomas Jefferson révèlent un Louis XVI parfaitement au fait de la politique internationale. Il discute de la Révolution américaine avec finesse. Il comprend les enjeux géopolitiques. Il pose des questions intelligentes sur la Constitution américaine, sur le fédéralisme, sur les droits de l'homme. Alors pourquoi cette image d'un roi stupide? Parce que la propagande a transformé ses qualités en défauts. Sa culture?
de la pédanterie inutile. Sa réflexion, de l'indécision paralysante. Sa curiosité intellectuelle, de la distraction face aux vrais problèmes. Et surtout, on a pris sa passion pour la serrurerie et on en a fait un symbole de son incompétence. Un roi qui passe des heures à fabriquer des mécanismes au lieu de gouverner? C'est ridicule. C'est indigne. C'est la preuve qu'il ne comprend rien à son rôle. Mais cette lecture est profondément malhonnête. À l'époque, beaucoup d'aristocrates et de rois s'intéressent aux sciences et aux techniques. C'est le siècle des Lumières. La curiosité intellectuelle est valorisée. Louis XV, le grand-père de Louis XVI, s'intéressait à la botanique. Frédéric II de Prusse jouait de la flûte, écrivait de la philosophie. Catherine II de Russie correspondait avec Voltaire. La serrurerie de Louis XVI n'a rien d'exceptionnel pour son époque. Mais la Révolution en a fait une tare. Un roi artisan? Impensable. Un monarque qui travaille de ses mains? Grotesque. Pourtant, cette passion révèle quelque chose de profond sur Louis XVI. C'était un homme qui aimait comprendre comment les choses fonctionnent. Qui appréciait le travail bien fait. Qui trouvait de la satisfaction dans la création. Voilà la vérité que la propagande a dissimulée. Louis XVI n'était pas stupide. Il était indécis. Et c'est très différent. Un homme stupide ne comprend pas. Un homme indécis comprend trop. Il voit toutes les conséquences possibles. Toutes les ramifications. Tous les risques. Et du coup, il hésite. Dans un monde de certitudes absolues, dans un monde de violence et de décisions rapides, cette indécision est devenue un péché mortel. Parce qu'un roi doit trancher. Un roi doit décider. Un roi doit avoir l'air sûr de lui, même quand il ne l'est pas. Louis XVI n'a jamais su jouer ce rôle. Il était trop honnête. Trop réfléchi. Trop conscient de ses propres limites. Et dans le contexte révolutionnaire, cette honnêteté a été perçue comme de la faiblesse. Les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé vont tous dans le même sens. C'était un homme cultivé, intelligent, capable de discussions profondes. Mais c'était aussi un homme qui doutait. Qui se remettait en question. Qui cherchait toujours le meilleur conseil, la meilleure solution, le meilleur compromis. Et dans une époque qui exigeait des décisions brutales et immédiates, cette quête du consensus est devenue impossible. Louis XVI a été broyé entre deux mondes, l'ancien monde de la monarchie absolue, et le nouveau monde de la souveraineté populaire. Il a essayé de naviguer entre les deux. Il a cherché le compromis. Et finalement, il a été détruit par les deux camps. Maintenant, parlons de la troisième accusation. La gloutonnerie. Louis XVI serait un glouton qui se gave pendant que son peuple meurt de faim. Cette image aussi a la vie dure. Les caricatures le montrent avec un ventre énorme, entouré de victuailles, dévorant sans retenue. Mais que disent les archives? L'inventaire des repas royaux existe. Il a été conservé aux archives nationales. Et il révèle quelque chose de surprenant. Louis XVI mangeait copieusement, c'est vrai. Mais pas plus que les autres aristocrates de son époque. Et surtout, il préférait les plats simples. Madame Campan, femme de chambre de Marie-Antoinette, l'a raconté dans ses mémoires. Louis XVI aimait le poulet rôti, les légumes, les plats sans sauce compliqués. Il mangeait vite et beaucoup au petit déjeuner parce qu'il partait chasser à l'aube. Le reste de la journée, il était plutôt frugal. Le protocole de Versailles imposait des repas publics, les fameux grands couverts. Le roi devait manger en public, devant la cour et parfois même devant des visiteurs. Ces cérémonies suivaient une étiquette stricte. Le roi devait montrer l'abondance, la générosité, la magnificence de la monarchie française. Mais Louis XVI détestait ces cérémonies. Il trouvait ça ridicule de manger devant des spectateurs. Il préférait les repas en privé, en petit comité, avec sa famille. Et cette préférence a alimenté les rumeurs. Pourquoi le roi mange-t-il en cachette? Qu'est-ce qu'il a à cacher? Probablement qu'il se gave comme un porc loin des regards. La vérité, c'est que Louis XVI cherchait juste un peu d'intimité. Un peu de normalité dans une vie, entièrement régie par le protocole. Mais dans le contexte de l'époque, cette recherche d'intimité est devenue suspecte. Et puis, il y a le contexte. 1788. 1789. La France traverse la pire crise alimentaire du siècle. Les récoltes sont catastrophiques. Le prix du pain explose. Les émeutes de la faim éclatent partout.
Le peuple meurt littéralement de faim. Et pendant ce temps, Versailles brille. Les fêtes continuent. Les cérémonies se succèdent. L'étiquette reste la même. Pour le peuple qui souffre, le contraste est insupportable. Peu importe que Louis XVI mange normalement ou non. Ce qui compte, c'est l'image. Le symbole. Le palais doré face au ventre vide. La vraie accusation, ce n'était pas la nourriture. C'était ce que cette nourriture représentait. Tant que Versailles brillait, tant que la cour vivait dans l'opulence, le peuple mourait de faim. Louis XVI n'était pas plus glouton que Louis XIV ou Louis XV. Mais il a eu le malheur de régner au mauvais moment. Les cahiers de doléances de 1789 le prouvent. Quand les Français rédigent leurs plaintes pour les États généraux, ils ne reprochent pas au roi de manger. Ils reprochent à Versailles d'exister. Ils reprochent à la cour de coûter cher. Ils reprochent au système de les ignorer. La propagande a simplement pris cette colère légitime et l'a personnifiée. Louis XVI est devenu le symbole de tout ce qui ne fonctionnait pas. Le roi glouton qui se gave pendant que son peuple crève. L'image était fausse, mais elle était efficace. Et voici ce que les gazettes révolutionnaires n'ont jamais raconté. En août 1789, alors que Paris gronde de colère, Louis XVI ordonne la distribution des réserves de grains de Versailles. Il fait ouvrir les greniers royaux. Il envoie du blé à Paris pour calmer la famine. C'est documenté. Les ordres existent. Les registres de distribution aussi. Mais aucun journal révolutionnaire n'en parle. Parce que l'image du roi glouton est plus utile que la vérité d'un roi qui essaie, maladroitement, d'aider son peuple. Louis XVI a fait d'autres gestes. Il a réduit les dépenses de sa propre maison. Il a supprimé certaines cérémonies coûteuses. Il a essayé de réformer le système. Mais chaque fois, il s'est heurté au même problème. Le système était trop grand, trop complexe, trop rigide. Et lui était trop indécis pour le briser. Alors la propagande a continué. Les caricatures se sont multipliées. Louis le Gros. Le porc couronné. Le glouton de Versailles. Peu importait la réalité. Ce qui comptait, c'était l'histoire qu'on voulait raconter. Maintenant, parlons de la 4e accusation. La plus grave. La plus définitive. Louis XVI serait un lâche. Un traître. Un homme qui a fui son peuple au moment où il avait le plus besoin de lui. Cette accusation se cristallise autour d'un événement, la fuite de Varennes. La nuit du 20 au 21 juin 1791. C'est l'épisode qui scelle le destin de Louis XVI. Celui qui transforme un roi maladroit en ennemi de la nation. Voici ce qui s'est passé. Depuis octobre 1789, Louis XVI est prisonnier à Paris. La famille royale a été ramenée de force de Versailles aux Tuileries. Officiellement, le roi est libre. En réalité, il est surveillé jour et nuit. Il ne peut plus prendre de décision sans l'accord de l'Assemblée constituante. Louis XVI étouffe. Il voit la Révolution glisser vers quelque chose qu'il ne contrôle plus. Les lois contre l'Église le révoltent. La violence dans les rues l'effraie. Il veut négocier, mais pas en position de faiblesse. Pas sous la menace permanente de la foule parisienne. Alors il décide de fuir. Non pas pour abandonner la France, mais pour échapper à Paris. Son plan est simple, rejoindre Montmédy, une forteresse loyaliste près de la frontière. Là-bas, protégé par des troupes fidèles, il pourra négocier avec l'Assemblée. Il pourra proposer ses conditions. Il pourra sauver la monarchie constitutionnelle. Le comte de Fersen organise tout. Une berline est préparée. Des relais sont disposés le long du parcours. Des soldats attendent à Montmédy. Tout est minutieusement planifié. Mais Louis XVI commet une erreur fatale, il refuse le plan le plus audacieux. Fersen lui propose de partir léger, rapide, avec peu d'accompagnateurs. Louis XVI refuse. Il veut emmener toute sa famille. Sa femme, ses enfants, sa belle-sœur. Il veut une berline confortable. Il ne veut pas que ses enfants souffrent du voyage. Cette décision humaine, paternelle, va le perdre. Parce qu'une berline remplie de monde, c'est lent. C'est visible. C'est facile à repérer. La nuit du 20 juin, la famille royale s'échappe des Tuileries. Louis XVI porte un déguisement. Il joue le rôle d'un valet. Marie-Antoinette est déguisée en gouvernante. Les enfants sont habillés simplement.
Ils montent dans la berline et partent vers l'est. Pendant quelques heures, tout se passe bien. Ils traversent les villages endormis. Ils changent de chevaux au relais prévu. Ils progressent vers Montmédy. Louis XVI commence à croire que ça va marcher. À Sainte-Menehould, un maître de poste nommé Drouet reconnaît le roi. Il a vu son visage sur les assignats, les nouveaux billets de banque révolutionnaires. Et malgré le déguisement, il est certain, c'est Louis XVI. Drouet prévient les autorités locales. Il galope vers Varennes, la prochaine étape. Il arrive avant la berline royale. Il organise un barrage. Et quand Louis XVI arrive à Varennes, il est arrêté. L'humiliation est totale. Le roi, déguisé en valet, reconnu par un simple maître de poste. La famille royale, arrêtée dans une petite ville de province. Le monarque, ramené à Paris comme un criminel. Le retour est un calvaire. La berline roule lentement, escortée par des gardes nationaux. Des milliers de Parisiens bordent la route. Ils regardent passer le roi avec un mélange de colère et de mépris. Certains crachent. D'autres insultent. Le silence est parfois pire que les cris. À Paris, l'Assemblée constituante suspend le roi de ses fonctions. Il n'est plus le souverain. Il est un suspect. Un traître potentiel. Un homme qui a trahi son serment à la Constitution. La propagande se déchaîne. Les gravures montrent Louis XVI déguisé, ridicule. Les pamphlets parlent du roi cochon qui s'est enfui dans la nuit. Les chansons se moquent de sa lâcheté. L'image est définitive, Louis XVI n'est pas un roi. C'est un fuyard. Un traître. Un lâche. Mais voilà ce que la propagande ne dit jamais. Avant de partir, Louis XVI a laissé une lettre à Paris. Une déclaration manuscrite expliquant ses raisons. Cette lettre existe toujours. Elle est conservée aux Archives nationales. Et elle dit quelque chose de très différent. Louis XVI écrit « Je n'ai jamais voulu fuir mon royaume. Je veux négocier librement, loin des pressions de Paris. Je ne peux pas accepter une constitution qui a été imposée sous la menace. Je veux servir mon peuple, mais je veux le faire dignement, librement. » Ce n'est pas la lettre d'un traître. C'est la lettre d'un homme qui étouffe. Qui veut retrouver sa liberté de mouvement. Qui veut négocier sans avoir une foule armée sous ses fenêtres. Le comte de Fersen l'a confirmé dans ses mémoires. Louis XVI a refusé tous les plans qui impliquaient de la violence. Il a refusé de donner l'ordre à l'armée de marcher sur Paris. Il a refusé de déclencher une guerre civile. Il voulait partir, négocier, et revenir pacifiquement. Était-ce naïf? Probablement. Était-ce réaliste? Sans doute pas. Mais était-ce lâche? Ça, c'est une autre question. Parce que voyez-vous, en juin 1791, Louis XVI avait encore des troupes loyales. Il avait des généraux prêts à se battre pour lui. Il aurait pu donner l'ordre de marcher sur Paris. Il aurait pu déclencher une guerre civile. Il aurait pu essayer de reprendre le pouvoir par la force. Mais il a choisi de ne pas le faire. Par conviction morale. Parce qu'il ne voulait pas de sang français versé pour sa couronne. Parce qu'il croyait encore possible de trouver une solution pacifique. Alors oui, Louis XVI a fui. Oui, il a échoué. Oui, il a été humilié. Mais était-ce de la lâcheté? Ou était-ce du pacifisme? Était-ce de la trahison? Ou était-ce une tentative désespérée de sauver ce qui pouvait encore l'être? La réponse dépend de votre point de vue. Pour les révolutionnaires, c'était une trahison impardonnable. Pour les royalistes, c'était une tentative légitime de reprendre le contrôle. Et pour Louis XVI lui-même, c'était probablement un geste de désespoir. Un dernier espoir de retrouver sa dignité. Un an plus tard, en août 1792, Louis XVI fait face à un autre choix impossible. Les Tuileries sont assiégées. Une foule révolutionnaire armée monte à l'assaut du palais. Les gardes suisses, les derniers soldats fidèles au roi, se préparent à défendre le monarque jusqu'à la mort. Louis XVI regarde par la fenêtre. Il voit la foule. Il voit les canons. Il voit ses gardes, prêts à mourir pour lui. Et il prend une décision qui va choquer tout le monde. Il ordonne aux gardes suisses de cesser le feu. De baisser les armes. De ne pas résister. Les officiers protestent. Ils peuvent encore tenir le palais. Ils peuvent repousser l'assaut. Mais Louis XVI refuse. Il ne veut pas d'un massacre.
Il ne veut pas que des centaines de Français meurent pour défendre sa personne. Résultat, les gardes suisses sont massacrés. 600 hommes tués. Leurs corps jonchent les escaliers du palais. Le sang coule dans les couloirs des Tuileries. Et Louis XVI est arrêté, emprisonné, dépouillé de tout pouvoir. Les révolutionnaires crient victoire. Ils ont vaincu le tyran. Ils ont pris le palais. Mais à quel prix? Louis XVI, en refusant de se battre, a évité une guerre civile. Il a évité que l'armée royaliste ne marche sur Paris. Il a évité que la France ne sombre dans un bain de sang encore plus terrible. Était-ce de la lâcheté? Ou était-ce du courage? Parce que voyez-vous, il faut un certain type de courage pour refuser de se battre. Pour accepter sa propre défaite afin d'éviter un massacre. Pour choisir l'humiliation plutôt que la violence. Les témoins de cette journée racontent tous la même chose. Louis XVI était calme. Trop calme, peut-être. Il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'en refusant de se défendre, il signait probablement son arrêt de mort. Mais il l'a fait quand même. Et voici un détail que presque personne ne connaît. Le 20 janvier 1793, la veille de son exécution, Louis XVI refuse de voir sa famille une dernière fois. Sa femme. Ses enfants. Les gens qu'il aime le plus au monde. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'ils le voient pleurer. Parce qu'il ne veut pas que ses enfants gardent ce souvenir. Leur père en larmes, brisé, face à la mort. Il préfère les protéger de cette image. Il préfère qu'ils se souviennent de lui autrement. Un lâche ferait-il ça? Un lâche se cramponnerait à ses proches. Il chercherait du réconfort. Il pleurerait dans leurs bras. Mais Louis XVI choisit la solitude. Il choisit de porter son fardeau seul. Pour épargner ceux qu'il aime. Alors voilà la question. Qu'est-ce que le courage? Est-ce se battre jusqu'à la mort? Ou est-ce accepter sa défaite pour éviter un massacre? Est-ce mourir les armes à la main? Ou est-ce mourir debout, sans violence, en refusant de transformer sa mort en guerre civile? Louis XVI n'était pas un guerrier. Il n'était pas un homme d'action. Mais dire qu'il était lâche, c'est peut-être passer à côté de quelque chose de plus profond. C'est peut-être confondre indécision et pacifisme. Hésitation et refus de la violence. Maintenant, prenons du recul. 4 rumeurs. 4 accusations. Et nous avons vu que chacune contenait un fragment de vérité. Louis XVI avait bien un problème médical. Il était bien indécis. Il mangeait bien copieusement. Il a bien fui Paris. Mais chaque fois, la propagande a pris ce fragment de vérité et l'a amplifié. Déformé. Transformé. Un problème médical temporaire est devenu une impuissance permanente. L'indécision est devenue de la stupidité. Une alimentation normale est devenue de la gloutonnerie. Le refus de la violence est devenu de la lâcheté. Et voilà comment on détruit un homme. Pas en inventant des mensonges complets. Parce que les mensonges complets, les gens peuvent les détecter. Non, on prend des vérités partielles. On les grossit. On les déforme. On les répète jusqu'à ce qu'elles deviennent la seule histoire qu'on connaît. Cette technique, la Révolution française l'a perfectionnée. Elle a créé une machine propagandiste d'une efficacité redoutable. Et cette machine avait des acteurs précis. D'abord, les libellistes. Ces auteurs anonymes de pamphlets obscènes. Ils opéraient dans l'ombre, payés parfois par des factions politiques, parfois juste pour l'argent. Leurs textes étaient crus, violents, insultants. Ils transformaient la vie privée des puissants en spectacle public. Ces libelles circulaient sous le manteau. On les vendait dans les rues, dans les cafés, dans les lieux publics. Ils coûtaient quelques sous. N'importe qui pouvait les acheter. Et leur contenu était d'une violence inouïe. Description sexuelle explicite. Accusation de débauche. Insultes grossières. Ensuite, les graveurs et caricaturistes. Parce que dans une France où beaucoup de gens ne savaient pas lire, les images comptaient plus que les mots. Une caricature de Louis XVI déguisé en cochon valait 1000 pamphlets. Le peuple analphabète pouvait lire ces images. Les comprendre immédiatement. Les mémoriser. Les caricatures étaient placardées sur les murs de Paris. Affichées dans les lieux publics. Reproduites et distribuées par milliers. Elles créaient une image mentale. Un raccourci visuel. Louis XVI égale cochon. Marie-Antoinette égale prostituée. La monarchie égale corruption.
Puis venaient les clubs révolutionnaires. Les Jacobins. Les Cordeliers. Les Sans-Culottes. Ces organisations politiques qui se réunissaient tous les soirs. Qui discutaient, débattaient, votaient. Et qui, surtout, répétaient les mêmes histoires. Les mêmes accusations. Les mêmes rumeurs. La répétition, c'est la clé. Une rumeur entendue une fois, on peut l'oublier. Mais une rumeur entendue 10 fois, 20 fois, 100 fois, elle devient une vérité. Elle s'ancre dans les esprits. Elle devient partie du paysage mental. Les clubs révolutionnaires transformaient les rumeurs en dogmes. Louis XVI est impuissant. Tout le monde le sait. Tout le monde le répète. Donc c'est vrai. La logique est circulaire, mais elle fonctionne. Et enfin, la presse révolutionnaire. Des journaux comme L'Ami du Peuple de Marat. Le Père Duchesne d'Hébert. Ces publications quotidiennes qui mélangeaient information, opinion et insultes. Qui transformaient le journalisme en arme politique. Marat appelait ouvertement à la violence. Il dénonçait les ennemis du peuple par leur nom. Il exigeait leur tête. Hébert utilisait un langage vulgaire, proche de celui du peuple des rues. Il insultait les aristocrates, les prêtres, le roi. Il faisait de l'insulte une forme d'engagement politique. Ces journaux étaient lus à voix haute dans les clubs, dans les cafés, sur les places publiques. Leur influence était massive. Ils créaient un climat mental. Une atmosphère où certaines idées devenaient acceptables. Où certaines violences devenaient légitimes. Et toute cette machine propagandiste utilisait les mêmes techniques. Toujours les mêmes. Des techniques que nous reconnaissons encore aujourd'hui. Première technique, la répétition. Une rumeur devient vérité à force d'être répétée. Peu importe qu'elle soit vraie ou fausse. Ce qui compte, c'est qu'elle soit répétée assez souvent pour s'ancrer dans les esprits. Deuxième technique, la simplification. Réduire un homme complexe à un seul défaut. Louis XVI n'est pas un roi indécis, cultivé, pacifiste. Non. Il est l'impuissant, le glouton, le lâche, l'imbécile. Un seul mot. Une seule image. C'est plus facile à retenir. Plus facile à diffuser. Troisième technique, la déshumanisation. Transformer le roi en animal. En cochon. En monstre. En tyran. Parce qu'il est plus facile de tuer un monstre qu'un homme. Il est plus facile d'exécuter un tyran qu'un père de famille. Quatrième technique, l'inversion des vertus. Prendre les qualités d'un homme et les transformer en défauts. Sa culture devient de la pédanterie. Sa prudence devient de la lâcheté. Sa charité devient de la faiblesse. Son pacifisme devient de la trahison. Cette mécanique de destruction, la Révolution française l'a enseignée au monde. Et le monde n'a pas oublié la leçon. Regardez autour de vous. Regardez comment on détruit aujourd'hui les adversaires politiques. Les mêmes techniques. Les mêmes mécanismes. La répétition. La simplification. La déshumanisation. L'inversion. Les moyens ont changé. Ce ne sont plus des pamphlets, ce sont des tweets. Ce ne sont plus des caricatures sur papier, ce sont des mèmes sur Internet. Ce ne sont plus des clubs révolutionnaires, ce sont des chambres d'écho sur les réseaux sociaux. Mais le principe reste le même. Prendre un fragment de vérité. L'amplifier. Le déformer. Le répéter jusqu'à ce qu'il devienne la seule histoire qu'on connaît. Jusqu'à ce que la nuance disparaisse. Jusqu'à ce que la complexité s'efface. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une caricature. Louis XVI a été la victime de la première grande campagne de désinformation de l'ère moderne. Mais il n'a pas été la dernière. Cette technique a été utilisée encore et encore. Contre d'autres rois. Contre des présidents. Contre des opposants politiques. Contre des minorités. Contre quiconque représentait une menace pour ceux qui contrôlaient le récit. Décembre 1792. Louis XVI est jugé par la Convention nationale. L'Assemblée qui a remplacé tous les autres pouvoirs. Un tribunal révolutionnaire qui va décider de son sort. L'accusation est simple. Trahison. Conspiration contre la liberté. Tentative de fuite. Collusion avec les ennemis de la France. Les preuves sont rassemblées. Les témoins sont convoqués. Le procès commence. Mais quelque chose d'inattendu se produit.
Louis XVI, assisté de ses avocats Malherbe et Tronchet, se défend avec une clarté et une dignité surprenantes. L'homme qu'on a toujours présenté comme faible, indécis, stupide, cet homme-là trouve soudain sa voix. Il répond à chaque accusation, point par point, avec précision, avec calme. Les documents qu'on lui présente, il les examine attentivement. Les questions qu'on lui pose, il y répond sans détour. Quand on l'accuse d'avoir voulu le sang des Français, il répond « Moi. Moi qui ai toujours refusé de verser une seule goutte de sang. Moi qui ai ordonné aux gardes suisses de cesser le feu pour éviter un massacre. » Sa voix ne tremble pas. Il ne pleure pas. Il ne supplie pas. Il se défend avec la dignité d'un homme qui sait qu'il a fait ce qu'il croyait juste. Même si le monde entier le condamne pour ça. Quand on lui reproche d'avoir trahi son serment à la Constitution, il explique « J'ai accepté la Constitution. J'ai juré de la respecter. » Mais comment respecter un serment quand on est prisonnier? Quand chaque décision est prise sous la menace d'une foule armée? Les conventionnels l'écoutent. Certains sont troublés. Parce que l'homme qu'ils ont devant eux ne correspond pas à la caricature. Ce n'est pas le cochon glouton des pamphlets. Ce n'est pas l'imbécile des gravures. C'est un homme. Un homme qui se défend. Un homme qui a sa propre vérité. Malherbe, son avocat, prend la parole. C'est un vieil homme. Il a 72 ans. Il risque sa vie en défendant le roi. Mais il le fait quand même. Par conviction. Par loyauté. Par amour de la justice. Il dit, on accuse Louis XVI de tous les maux de la France. Mais qui a créé ces maux? Un système vieux de plusieurs siècles. Un système que Louis XVI a hérité. Un système qu'il a essayé de réformer. Oui, il a échoué. Mais l'échec est-il un crime? Il rappelle les tentatives de réforme. Les édits contre les privilèges. Les efforts pour réduire la dette. Les compromis avec l'Assemblée. Louis XVI n'a pas été un tyran qui refusait tout changement. Il a été un roi qui a essayé de naviguer entre tradition et révolution. Et qui a été broyé par les deux. Malherbe pose une question simple. Est-ce que l'indécision mérite la mort? Est-ce que la faiblesse mérite la guillotine? Est-ce que l'échec mérite l'exécution? Mais la salle reste silencieuse. Parce que tout le monde sait que ce procès n'est pas vraiment un procès. C'est un rituel. Une mise en scène. La sentence est déjà écrite. Il faut juste passer par les formalités. Robespierre le dit clairement. Louis XVI doit mourir pour que la République vive. Il n'y a pas de milieu. Soit on le tue, soit on laisse la monarchie survivre dans les esprits. Pour Robespierre et les Jacobins radicaux, ce n'est pas une question de justice. C'est une question de symbole. Il faut tuer le roi pour tuer l'idée du roi. Il faut détruire l'homme pour détruire l'institution. Le 15 janvier 1793, la Convention vote. La question, Louis XVI est-il coupable de conspiration contre la liberté? Le résultat est écrasant. Oui. Presque l'unanimité. Deuxième question, quelle peine? Plusieurs options. L'emprisonnement. L'exil. Ou la mort. Le vote commence. Un par un, les conventionnels montent à la tribune. Ils disent leur nom. Ils donnent leur verdict. La mort. La mort. La mort. Certains ajoutent des justifications. D'autres votent en silence. Philippe Égalité, le propre cousin de Louis XVI, vote la mort. Cette trahison familiale résonne dans toute la salle. Le décompte final, 387 voix pour la mort. 334 contre. 26 abstentions ou vote conditionnel. La marge est étroite. 53 voix. Louis XVI a failli être épargné. Si quelques conventionnels avaient changé d'avis, il aurait vécu. Mais l'histoire n'a pas de si. Troisième question, sursis à l'exécution? Faut-il attendre? Faut-il donner du temps pour réfléchir? Le vote est encore plus serré. 380 voix contre le sursis. 310 pour. Pas de sursis. L'exécution aura lieu dans quelques jours. Louis XVI écoute le verdict sans broncher. Il savait que ça finirait comme ça. Il l'a toujours su. Depuis Varennes, peut-être. Depuis l'assaut des Tuileries, certainement. Il va mourir. La seule question était quand. On le ramène à sa cellule au Temple.
Une tour médiévale transformée en prison. C'est là qu'il passe ses derniers jours. Avec sa famille. Mais sous surveillance constante. Chaque mot est écouté. Chaque geste est noté. Le 20 janvier au soir, on lui annonce que l'exécution aura lieu le lendemain matin. Louis XVI demande à voir un prêtre. On lui accorde cette dernière grâce. L'abbé Edgeworth vient le confesser. Puis Louis XVI demande à voir sa famille. Sa femme Marie-Antoinette. Ses enfants Marie-Thérèse et Louis-Charles. Sa belle-sœur Madame Élisabeth. On les fait monter. La scène qui suit est déchirante. Les témoins qui étaient présents l'ont raconté. Marie-Antoinette se jette dans les bras de son mari. Les enfants pleurent. Tout le monde pleure. Louis XVI essaie de rester fort. Il leur parle doucement. Il les rassure. Il leur dit qu'il va bien. Que tout ira bien. Mais sa voix tremble. Ses mains tremblent. Il n'arrive plus à retenir ses larmes. Ils restent ensemble pendant 2 heures. 2 heures volées à l'éternité. 2 heures où le temps semble s'arrêter. Où le roi redevient simplement un père. Un mari. Un homme qui aime les siens et qui va les perdre pour toujours. Mais à un moment, Louis XVI prend une décision. Il dit à sa famille qu'ils doivent partir. Qu'ils ne le verront pas le lendemain matin. Qu'ils doivent se souvenir de lui comme il est maintenant. Pas comme il sera sur l'échafaud. Marie-Antoinette proteste. Elle veut rester. Elle veut être avec lui jusqu'au bout. Mais Louis XVI refuse. Il ne veut pas qu'elle le voie monter dans la charrette. Il ne veut pas qu'elle entende la foule hurler. Il ne veut pas qu'elle voie la guillotine tomber. C'est sa dernière décision de roi. Sa dernière décision de père. Protéger sa famille de l'horreur. Même si ça signifie mourir seul. La famille se sépare. Les cris de Marie-Antoinette résonnent dans les couloirs. Les sanglots des enfants déchirent le silence. Louis XVI reste seul dans sa cellule. Les gardes l'entendent pleurer toute la nuit. Mais il fait une dernière chose. Il écrit une lettre à sa famille. Ses derniers mots. Son testament moral. Cette lettre existe toujours. Elle est conservée aux Archives nationales. Et elle révèle quelque chose de profond sur Louis XVI. Sur l'homme derrière la couronne. Sur le père derrière le roi. Il écrit « Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis. Je recommande à mon fils, s'il a le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens. Qu'il ne cherche jamais à venger ma mort. Pas de haine. Pas d'appel à la vengeance. Juste le pardon. Et un conseil à son fils, ne pas reproduire les erreurs du passé. Servir le peuple. Chercher le bonheur de tous. Même de ceux qui ont tué son père. Il continue, je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. C'est la dernière phrase qui compte. Que le sang ne retombe jamais sur la France. Pas sur mes ennemis. Pas sur les révolutionnaires. Sur la France. Parce que jusqu'au bout, Louis XVI pense à son pays. Même quand ce pays le rejette. Même quand ce pays le tue. Le 21 janvier 1793. 6 heures du matin. On réveille Louis XVI. Il n'a presque pas dormi. Mais il se lève calmement. Il se rase. Il s'habille. Il prend son dernier petit déjeuner. L'abbé Edgeworth célèbre une messe. Louis XVI communie. Il prie. Il se prépare à mourir. À 8 heures, la charrette arrive. Pas un carrosse royal. Une simple charrette de condamnés. Louis XVI monte. On lui lie les mains. La charrette part vers la place de la Révolution. Le trajet dure 2 heures. 2 heures à traverser Paris. Louis XVI regarde sa ville. Les rues qu'il connaît. Les bâtiments qu'il a vus toute sa vie. Les Parisiens qui le regardent passer. Certains pleurent. D'autres restent silencieux. D'autres encore crient des insultes. Mais la plupart sont juste là. Spectateurs d'une histoire qui se fait. 10h22. La charrette arrive place de la Révolution. Aujourd'hui, c'est la place de la Concorde. Mais ce matin-là, c'est la place de la mort. La guillotine se dresse au centre. Une machine simple. Efficace. Révolutionnaire. Inventée pour tuer vite, proprement,
sans douleur. L'égalité dans la mort. Louis XVI descend de la charrette. Il monte les marches de l'échafaud. Calmement. Sans aide. Il essaie de parler. Il veut prononcer un dernier discours. Il a préparé ces mots. Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Mais un roulement de tambour couvre sa voix. Santerre, le commandant de la garde nationale, a donné l'ordre. Pas de dernier discours. Pas de dernière parole. Juste le silence et la mort. Les bourreaux attachent Louis XVI à la planche. Il positionne son cou sous la lunette. La lame est levée. Elle brille dans la lumière froide de janvier. Un instant de suspension. Le monde retient son souffle. Puis la lame tombe. 10h22. Le 21 janvier 1793. La tête de Louis XVI tombe dans le panier. Le bourreau la saisit. Il la montre à la foule. « Vive la République !» crie quelqu'un. D'autres reprennent. Mais beaucoup restent silencieux. Samson, le bourreau, racontera cette scène des décennies plus tard. Dans ses mémoires, il écrira « J'ai exécuté des centaines d'hommes. Des nobles. Des prêtres. Des révolutionnaires. Des criminels. Mais aucun ne mourut avec autant de dignité que Louis XVI. » Il raconte que Louis XVI n'a pas tremblé, qu'il n'a pas supplié, qu'il est monté sur l'échafaud avec le calme d'un homme en paix avec lui-même. Samson ajoute, « Cet homme que tout Paris appelait lâche, je n'ai jamais vu un condamné aussi courageux. » Et voilà le paradoxe final. Au moment de sa mort, Louis XVI a retrouvé ce que la propagande lui avait volé, sa dignité. Face à la guillotine, il n'était plus la caricature. Il n'était plus le roi impuissant, glouton, lâche et stupide. Il était juste un homme. Un homme qui mourait debout. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que cette dignité finale a effacé des années de rumeurs? Est-ce que la vérité a fini par l'emporter sur le mensonge? Non. Les rumeurs ont survécu à Louis XVI. Elles lui ont survécu pendant des décennies. Pendant des siècles, même. Pendant tout le XIXe siècle, les manuels scolaires français enseignaient que Louis XVI était un roi faible et incompétent. Que sa chute était inévitable. Que la révolution était nécessaire parce qu'il était incapable de gouverner. L'image propagée par les révolutionnaires est devenue l'histoire officielle. Ce n'est qu'au XXe siècle que les historiens ont commencé à revisiter les archives, à lire les documents originaux, à examiner les témoignages, à séparer les faits de la propagande. Et lentement, très lentement, une autre image a émergé. Celle d'un homme complexe. Cultivé mais indécis. Pacifiste mais faible. Sincère mais dépassé par les événements. Un homme qui n'était ni un saint ni un monstre. Juste un être humain projeté dans une situation extraordinaire. Mais même aujourd'hui, beaucoup de Français croient encore au mythe. Demandez autour de vous, qui était Louis XVI? Beaucoup répondront, un roi faible qui a provoqué la révolution. Un glouton qui festoyait pendant que le peuple mourait de faim. Un lâche qui a fui à Varennes. Les rumeurs ont gagné. Elles ont survécu à la vérité. Elles se sont ancrées dans notre mémoire collective. Et elles sont devenues notre histoire. Mais pourquoi? Pourquoi ces rumeurs ont-elles été si efficaces? Pourquoi ont-elles survécu si longtemps? Il y a 3 raisons. 3 mécanismes psychologiques et politiques qui expliquent pourquoi la propagande contre Louis XVI a si bien fonctionné. La première raison, c'est le besoin de simplification. Les révolutions ont besoin de méchants clairs. De coupables évidents. De monstres à abattre. Parce que c'est plus facile de mobiliser les gens contre un monstre que contre un système complexe. Louis XVI complexe, ça ne marche pas. Un roi qui essaie de réformer mais qui échoue? Un monarque qui veut le bien de son peuple mais qui ne sait pas comment l'obtenir? Un homme indécis pris entre tradition et modernité? C'est trop compliqué. Trop nuancé. Il fallait quelque chose de simple. L'impuissant. Le glouton. Le lâche. L'imbécile. Voilà. C'est clair. C'est facile à retenir. C'est facile à répéter. Et c'est facile à haïr. La deuxième raison, c'est la déshumanisation comme outil politique. Pour tuer un roi, il faut d'abord tuer l'idée du roi. Il faut détruire le mythe de la monarchie de droit divin.
Il faut prouver que le roi n'est pas différent des autres hommes. Qu'il n'a rien de sacré. Les rumeurs humiliantes ont fait exactement ça. Elles ont rabaissé Louis XVI. Elles l'ont transformé en animal. En cochon. En objet de moquerie. Et une fois qu'il n'était plus un roi sacré mais juste un homme ridicule, il devenait possible de le tuer. La déshumanisation précède toujours la violence. C'est vrai pour les révolutions. C'est vrai pour les guerres. C'est vrai pour les génocides. Avant de tuer, on transforme l'autre en monstre. En moins qu'humain. En quelque chose qu'on peut détruire sans remords. La troisième raison, c'est le pouvoir des images et des mots. Dans une époque où la majorité des Français ne savaient pas lire, les caricatures comptaient plus que les traités philosophiques. Une image du roi cochon valait 1000 pages de Rousseau. Et les chansons grivoises sur l'impuissance de Louis XVI circulaient partout. Dans les tavernes. Dans les rues. Sur les places publiques. Tout le monde pouvait les retenir. Les chanter. Les répéter. Elles créaient une image mentale. Un raccourci. Louis XVI égale impuissant. Point final. Ces mécanismes, la Révolution française ne les a pas inventés. Mais elle les a perfectionnés. Elle en a fait un système. Une machine à détruire les réputations. Une arme politique d'une efficacité redoutable. Et cette arme, elle a été utilisée encore et encore. Pas seulement contre Louis XVI. Contre Marie-Antoinette. Contre les Girondins. Contre les hébertistes. Contre Danton. Contre Robespierre lui-même, finalement. La Révolution a dévoré ses propres enfants. Avec les mêmes techniques qu'elle avait utilisées contre le roi. Mais l'héritage de cette propagande va bien au-delà de la Révolution française. Parce que ce que la France a fait en 1789, elle l'a enseigné au monde. Comment détruire un adversaire politique en détruisant son image? Comment transformer un homme en monstre? Comment faire gagner le mensonge sur la vérité? Et aujourd'hui, regardez autour de vous. Regardez comment fonctionne notre monde. Les réseaux sociaux. Les fake news. Les chambres d'écho. Les campagnes de désinformation. C'est exactement la même mécanique. Juste avec de nouveaux outils. Ce ne sont plus des pamphlets, ce sont des tweets. Ce ne sont plus des caricatures gravées, ce sont des mèmes viraux. Ce ne sont plus des clubs révolutionnaires, ce sont des groupes Facebook. Mais le principe reste identique. Prendre un fragment de vérité. L'amplifier. Le déformer. Le répéter jusqu'à ce qu'il devienne la seule histoire qu'on connaît. Jusqu'à ce que la nuance disparaisse. Jusqu'à ce que la complexité s'efface. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une caricature. Et nous sommes complices. Parce que nous aimons les histoires simples. Les méchants clairs. Les coupables évidents. C'est plus confortable. C'est plus facile. Ça demande moins d'efforts. Combien de fois avons-nous cru à une rumeur parce qu'elle confirmait ce que nous voulions croire? Combien de fois avons-nous partagé une information sans vérifier? Combien de fois avons-nous simplifié un adversaire en caricature? Avons-nous simplifié un adversaire en caricature? Combien de fois avons-nous fait à d'autres ce que la Révolution a fait à Louis XVI? Voilà pourquoi cette histoire compte. Pas seulement parce qu'elle nous parle de Louis XVI, mais parce qu'elle nous parle de nous, de notre époque, de notre façon de consommer l'information, de notre rapport à la vérité. Louis XVI n'était ni un saint ni un monstre. Il était un homme qui a fait des erreurs, un homme qui a eu des faiblesses, mais aussi un homme qui a essayé, qui a voulu faire le bien, qui a refusé la violence jusqu'au bout. Les rumeurs qui l'ont détruit contenaient des fragments de vérité, mais elles ont transformé ces fragments en mensonges. Un problème médical temporaire est devenu une impuissance permanente. L'indécision est devenue de la stupidité. Une alimentation normale est devenue de la gloutonnerie. Le refus de la violence est devenu de la lâcheté. Et c'est précisément là que réside le danger. Les meilleures propagandes ne sont pas celles qui inventent tout. Ce sont celles qui prennent juste assez de vérité pour sembler crédibles. Et juste assez de mensonges pour détruire. Revenons à cette scène du matin du 21 janvier 1793. Louis XVI dans sa cellule. Tenant ce libelle obscène entre ses mains. Pleurant face à ce qu'on a fait de lui. Ce qui le détruit,
ce n'est pas la guillotine qui l'attend. C'est l'humiliation. C'est la destruction de sa dignité. C'est de savoir que l'histoire se souviendra de lui comme d'un monstre. Comme d'une caricature. Pas comme d'un homme. Dans sa dernière lettre, il écrit « Je pardonne à ceux qui me tuent ». Mais il aurait pu ajouter « Mais je ne peux pas pardonner à ceux qui ont sali mon nom ». Parce que voyez-vous, on peut pardonner à ceux qui nous tuent le corps. Mais comment pardonner à ceux qui tuent notre mémoire? Qui détruisent notre image? Qui transforment notre vie en farce? Louis XVI est monté sur l'échafaud en 1793. Mais son image avait été exécutée bien avant. Par des mots. Par des images. Par des rumeurs. Par une propagande méthodique et implacable. Et cette exécution-là, personne ne l'a vue. Personne ne s'en souvient. Mais elle était peut-être plus cruelle que la guillotine. Voilà la vérité que nous devons retenir. Louis XVI n'est pas mort le 21 janvier 1793. Il est mort des années plus tôt. Tué par des rumeurs. Détruit par des caricatures. Exécuté par des mots. Et son histoire nous pose une question. Une question qui résonne encore aujourd'hui. Une question que nous devons nous poser chaque fois que nous jugeons quelqu'un. Chaque fois que nous répétons une rumeur. Chaque fois que nous simplifions un être humain en une seule image. Sommes-nous en train de chercher la vérité? Ou sommes-nous en train de chercher une histoire qui confirme ce que nous voulons croire? Sommes-nous en train d'essayer de comprendre la complexité d'un être humain? Ou sommes-nous en train de créer un monstre qu'il sera plus facile de haïr? Sommes-nous en train de faire de l'histoire? Ou sommes-nous en train de faire de la propagande? Louis XVI a été la première grande victime de la désinformation moderne. Mais il n'a pas été la dernière. Et tant que nous n'aurons pas appris la leçon de son histoire, tant que nous continuerons de préférer les caricatures à la complexité, les mensonges simples aux vérités compliquées, il y en aura d'autres. Alors la prochaine fois que vous voyez une rumeur sur quelqu'un, demandez-vous, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est ce que je veux croire? La prochaine fois que vous partagez une information, demandez-vous, est-ce que je contribue à la vérité? Ou est-ce que je contribue à la destruction de quelqu'un? Parce que les mots ont un pouvoir. Le pouvoir de construire. Et le pouvoir de détruire. Le pouvoir d'éclairer. Et le pouvoir de mentir. Le pouvoir de révéler la vérité. Et le pouvoir de créer des monstres. Louis XVI le savait. Dans sa cellule, ce matin de janvier, tenant ce libelle entre ses mains, il le savait mieux que personne. Les mots l'avaient tué. Bien avant la guillotine. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de son histoire. Pas ce qu'il a fait. Pas ce qu'il n'a pas fait. Mais ce que nous avons fait de lui. Ce que la propagande peut faire de n'importe qui. Ce que nous pouvons faire les uns aux autres, quand nous oublions que derrière chaque image, derrière chaque rumeur, derrière chaque caricature, il y a un être humain. Louis XVI était un homme. Imparfait, complexe, contradictoire. Comme nous tous. Et peut-être que si nous nous en souvenons, si nous regardons au-delà des rumeurs et des caricatures, nous verrons quelque chose d'important. Pas seulement sur lui, mais sur nous-mêmes, sur notre époque, sur notre façon de traiter la vérité. Et peut-être, juste peut-être, nous éviterons de refaire les mêmes erreurs. Parce que l'histoire se répète. Mais nous avons le choix. Le choix de répéter les erreurs. Ou le choix d'apprendre. Louis XVI n'a plus ce choix. Mais nous, oui.